Pour détruire la France intégralement, il suffit de 15 explosions thermonucléaires. 15. Je vais vous donner des exemples d'une simulation de guerre entre les États-Unis et la Russie qui produit 91 millions de morts en moins de 4 heures. La conséquence de ça, dans le cas d'une guerre relativement modeste nucléaire entre l'Inde et le Pakistan, serait de produire une famine à échelle planétaire. Tous les arsenaux nucléaires sont capables de détruire des pays entiers et la civilisation. Benoît Pelopidas, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Vous êtes docteur et professeur en sciences politiques, fondateur du programme d'études des savoirs nucléaires de Sciences Po, chercheur affilié au Centre pour la sécurité internationale et la coopération à l'université Stanford et auteur du livre « Repenser les choix nucléaires ». Votre équipe de recherche fait partie des rares équipes non partisanes et qui refusent tout financement porteur de conflits d'intérêts afin de produire une analyse la plus impartiale possible. Vos recherches vous ont d'ailleurs valu 4 prix internationaux et vous êtes aujourd'hui l'un des plus grands spécialistes des armes nucléaires et des catastrophes qu'elles pourraient engendrer. Afin de commencer cet entretien, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui vous a poussé finalement à travailler sur ces enjeux-là. Pourquoi est-ce que les armes nucléaires vous semblent être un enjeu particulièrement important aujourd'hui ? Commencez d'abord par dire que les arsenaux nucléaires sur la planète sont très en excès de ce qui serait nécessaire pour mettre fin à la civilisation telle que nous la connaissons. Ensuite, il faut se souvenir très simplement qu'on entend des menaces nucléaires directes. Alors évidemment, celles du président Poutine sont plus fréquentes et plus récentes, mais il faut se souvenir des menaces nucléaires proférées par le président Trump, notamment à l'encontre de la Corée du Nord en 2017, et il y en a d'autres. Deuxième raison pour laquelle c'est important, et je vais être un peu plus long sur ça, parce que, et ça c'est un pacte entre vous, moi et nos auditeurs, il ne faut surtout pas me croire sur parole, je ne vous demanderai jamais de me croire sur parole, je vous donnerai toujours les moyens d'aller vérifier l'authenticité et l'exactitude de ce que je vous dis, mais ça ne doit pas être une exigence que vous n'appliquez qu'à moi, ça doit être une exigence que vous appliquez à n'importe quel porteur de discours sur les réalités nucléaires. Donc, mon deuxième point sur pourquoi c'est important, c'est parce que la catastrophe nucléaire, quelle que soit sa forme, reste possible. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de protection contre une frappe nucléaire, qu'elle soit délibérée, accidentelle ou issue d'une escalade inadvertante, et ce, au moins depuis l'invention du missile balistique et son couplage avec des armes thermonucléaires il y a plus de 60 ans. On peut expliquer pourquoi, mais je fais court. Pourquoi est-ce que je vous dis que ça reste possible ? Il y a un nombre vérifiable de faisceaux de preuves. D'abord, on va en parler ensuite en détail. Tous les États dotés d'armes nucléaires aujourd'hui, ils sont au nombre de 9, pratiquent une politique qu'ils appellent la dissuasion nucléaire. On y reviendra. Mais ce que je veux dire ici, c'est simplement que quand on pratique la dissuasion nucléaire, ça veut dire qu'on menace d'utiliser ces armes et qu'on doit convaincre l'adversaire que notre menace est crédible. Donc la poursuite de la crédibilité de la dissuasion nucléaire exige de continuer à maintenir les capacités et de se préparer à utiliser ces armes. Donc l'exigence de poursuite de la crédibilité ouvre déjà tout un faisceau de possibilités. Mais il y a plus de preuves sur la possibilité continue. Les doctrines des États dotés sont claires. Il y a des choses qu'ils auraient pu faire s'ils avaient voulu contraindre la possibilité de la catastrophe. Par exemple, dans le discours habituel, on a l'impression que la dissuasion nucléaire s'est frappée en second. Eh bien non, parce que si c'était frappé en second, tous les États dotés d'armes nucléaires auraient une doctrine de non-emploi en premier, puisque c'est frappé en second. Or, ce qu'on observe, c'est bel et bien que la plupart des États dotés d'armes nucléaires, à l'exception notable de la Chine et de l'Inde, n'ont pas et n'ont jamais eu de politique de no first use, donc de non-emploi en premier. L'OTAN non plus, n'en a jamais eu. Troisième élément essentiel, parce que ça on l'entend jamais, les arsenaux américains et russes ne sont pas dimensionnés par l'objectif seul de dissuasion nucléaire. À cet objectif s'ajoutent d'autres objectifs, tels que la diminution des dommages
si la dissuasion devait échouer, c'est-à-dire la possibilité de cibler et de détruire le plus possible d'armes nucléaires ennemies avant qu'elles ne soient lancées contre soi. Quatrième raison pour laquelle ça reste possible, les jeux de guerre et les simulations ont abouti très fréquemment à l'usage des armes. Et un dernier point pour lequel les armes nucléaires demeurent importantes, parce que la question était posée en termes de menaces, c'est parce que on a produit en tant qu'humanité, d'ailleurs ce n'est pas un bon référent, il faudrait dire les États qui sont en fait au nombre de 10, qui ont produit des armes nucléaires, ont produit 124 000 de ces armes, dont la grande majorité a ensuite été démantelée. Plusieurs centaines de ces armes ont été explosées dans l'atmosphère. Ce que je veux vous dire, c'est que cette production et ces explosions ont déjà des effets négatifs. Il ne faut pas penser les effets négatifs de la nucléarisation comme des effets seulement futurs. Il faut être capable d'ouvrir la discussion sur quels ont été les effets, positifs ou négatifs, de la nucléarisation jusqu'à présent. Donc on voit à travers votre réponse que la menace nucléaire, ce n'est pas une menace qui appartient au passé, c'est quelque chose de très actuel finalement. Est-ce que ça serait possible de faire un constat d'où on en est aujourd'hui? Concrètement, quels sont les pays qui ont l'arme nucléaire? Combien est-ce qu'ils ont d'armes nucléaires? Et puis quels sont concrètement les risques? À quoi ça ressemblerait si ces armes nucléaires venaient à être utilisées finalement? Très bien. Aujourd'hui, on a 9 États dotés d'armes nucléaires. Alors je peux vous les donner de manière historique. Donc historiquement, le premier, c'est les États-Unis d'Amérique. Puis l'Union soviétique à l'époque, donc la Fédération de Russie aujourd'hui, le Royaume-Uni comme troisième, le quatrième c'est la France, le cinquième c'est la Chine, puis le Pakistan et l'Inde et la Corée du Nord. On a un cas qui est l'Afrique du Sud, qui acquiert un arsenal de petite taille à la fin des années 70 et qui ensuite y renonce. Donc ce que vous avez, c'est 9 États dotés d'armes nucléaires, plus 6 États qu'on appelle des États hôtes, c'est-à-dire des États qui hébergent des armes nucléaires de leur patron ou de leur protecteur, qui pendant la guerre froide étaient les États-Unis ou l'Union soviétique. Depuis la fin de la guerre froide, on n'en a plus que 5 États de l'OTAN qui hébergent des armes américaines, et depuis 2023, disons, la Biélorussie héberge des armes nucléaires russes. Alors ça signifie qu'ils ont finalement les armes nucléaires sur leur territoire, mais qu'ils ne pourraient pas les utiliser sans l'accord du pays finalement avec lequel ils sont associés. Il y a une variation sur le degré de délégation. Juste pour vous donner aussi un ordre de grandeur, aujourd'hui, en 2025, donc on enregistre en septembre 2025, on a plus de 12 000 armes nucléaires sur la planète, dont la grande majorité sont beaucoup plus destructrices que les armes nucléaires qui ont rasé les villes d'Hiroshima et de Nagasaki en août 1945. Il faut aussi préciser, je crois, 4-5 choses sur cette histoire de la répartition. D'abord, il faut se dire que la Russie et les États-Unis, historiquement et encore aujourd'hui, à eux seuls, possèdent plus de 90% du total. Donc, ce n'est pas du tout une répartition équitable où vous divisez par 9 et vous avez le nombre moyen d'armes nucléaires par pays. Mais de ça, on déduit souvent une chose erronée, qui est que, en fait, c'est les deux seuls vrais arsenaux nucléaires. Les autres seraient des petits arsenaux nucléaires. Ça, c'est penser les armes nucléaires comme des armes conventionnelles. Et c'est une faute fondamentale. Il n'y a pas de petit arsenal nucléaire si on pense à votre question, à savoir la possibilité de la destruction que ça encourt. Pour vous donner un exemple, dès les années 50 déjà, les services de protection civile en France disaient « Pour détruire la France intégralement, il suffit de 15 explosions thermonucléaires. » 15. Souvenez-vous, il y a 12 000 armes sur la planète. Il suffit de 15 pour détruire le pays au-delà de la possibilité même de sa reconstitution. Un rapport qu'on appelle le rapport Strass en 1955 au Royaume-Uni aboutit à un ordre de grandeur similaire. 10 bombes thermonucléaires de 10 mégatonnes chacune
aurait été suffisante pour détruire le Royaume-Uni, au-delà de toute possibilité de reconstitution. Vous voyez bien que ces ordres de grandeur 10 et 15, il n'y a pas de petit arsenal nucléaire d'une taille plus petite que ça. Donc tous les arsenaux nucléaires sont capables de détruire des pays entiers et la civilisation. La troisième observation rarement faite qu'il faut garder en tête, c'est que, c'est bien normal, on parle des États dotés d'armes nucléaires. Et donc, j'allais dire surtout pour vos auditeurs qui sont férus de technologie, on en arrive à supposer que tout le monde, par défaut, désire ces systèmes d'armes. Que si on n'a pas d'armes nucléaires, c'est qu'on ne peut pas ou qu'on a été empêché. Et ça, historiquement, c'est faux. Dans mon ouvrage « Repenser les choix nucléaires », j'ai un chapitre qui montre qu'il y a au moins 143 États qui n'ont... Et encore une fois, j'argumente contre moi-même. C'est-à-dire, il se peut que ça soit plus, mais on a des preuves pour 143 qui n'ont jamais même essayé de se doter de ces systèmes d'armes. Même parmi la quarantaine d'États qui ont essayé, la plupart ont renoncé, et pas nécessairement par incapacité, mais aussi parce qu'ils considéraient que des armes sur leur sol les transformaient en cibles prioritaires. Souvenez-vous de ce que je vous disais tout à l'heure, l'arsenal russe est dimensionné sur la base de la diminution des dégâts, c'est-à-dire que si vous avez des armes sur votre sol, en cas d'escalade délibérée ou inadvertante, vous êtes devenu une cible prioritaire. On parlera sans doute après de la question du dimensionnement pour la dissuasion ou des excès. Donc je vais m'arrêter là. Ce qui est très impressionnant avec ce que vous dites, c'est déjà l'ordre de grandeur finalement, avec une petite partie, très petite partie même de l'arsenal mondial, on pourrait déjà arriver à des conséquences cataclysmiques. Lorsque vous dites que les armes nucléaires qu'on a aujourd'hui sont parfois plus puissantes que celles qui ont été utilisées par le passé, est-ce que là aussi vous avez quelques ordres de grandeur pour nous donner une idée ? Dans l'histoire de la technologie, il y a un élément très simple qui est le passage des bombes à fission ou bombes A aux bombes à fusion ou bombes H. Là, déjà, on multiplie par 1000 la capacité de destruction. Et ensuite, juste pour vous donner un ordre de grandeur de ce qu'on a utilisé pour l'instant, les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, en équivalent, alors ça c'est aussi une particularité un peu étrange du langage nucléaire, dans le langage nucléaire, on mesure la capacité de destruction des explosifs en équivalent TNT. Donc on compare à un explosif référent qui est le TNT, et donc la bombe d'Hiroshima c'est 15 kilotonnes de TNT, la plus grosse bombe thermonucléaire qui a été utilisée jusqu'à présent, mais on pourrait faire plus gros, c'est la Tsar Bomba, dont la capacité de destruction était de 50 mégatonnes. Et aujourd'hui, vous avez, si vous voulez, deux dynamiques. Une dynamique de réduction de l'explosif, qui fait qu'effectivement, on a des explosifs nucléaires de taille plus petite que les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, mais on a aussi la grande majorité des explosifs existants qui sont beaucoup plus destructeurs. Et de toute façon, dans la réflexion, il faut bien penser que dans la plupart des scénarios, il ne s'agit pas du tout d'envoyer une seule bombe. Donc le calcul n'est pas quelle est la puissance unitaire, mais quelle est la puissance de la stratégie et du plan de frappe. Et quand on voit finalement les dégâts qu'ont pu causer ces bombes par le passé, lorsqu'on se dit qu'aujourd'hui on a des bombes qui peuvent être plusieurs ordres de grandeur plus puissantes avec un arsenal absolument immense, c'est vrai que c'est assez terrifiant à imaginer. D'ailleurs, que se passerait-il finalement si on passait à une guerre nucléaire finalement de grande ampleur ? On parle parfois d'un scénario qui est appelé l'hiver nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce scénario ? Alors, le point de départ, déjà, c'est de dire, quand on pense à la guerre nucléaire et aux armes nucléaires, on se dit que ce sont des explosifs, ce qui est correct. Donc, on pense aux conséquences des explosions multiples. Mais il faut bien voir qu'il y a d'autres types de conséquences. D'abord, la contamination qui peut être qui produit des effets à long terme, les retombées radioactives, mais aussi ce qu'on appelle les superfeux, c'est-à-dire les explosions nucléaires de fait de leurs caractéristiques physiques, produisent des feux d'une chaleur unique et qui se déplacent à une vitesse unique. S'ajoute à ça l'impulsion électromagnétique. Et évidemment, comme je vous ai dit, il faut penser aussi
la question du vecteur, c'est-à-dire le passage du bombardier au missile balistique, avec le missile balistique qui se déplace 20 fois plus vite et qui se déplace dans l'espace extra-atmosphérique où les frottements sont moindres, eh bien, on peut réduire le temps entre le lancement et l'impact pour Washington à Moscou à une demi-heure. Donc vous imaginez bien que la vitesse de l'escalade est très différente. Et c'est ça, en fait, une des grandes différences qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue, c'est qu'une guerre conventionnelle escalade plus lentement. Donc l'intervention pour limiter les dégâts est possible et l'intervention pour la désescalade est possible. Pour la guerre nucléaire, ça n'est pas le cas. Et je vais vous donner des exemples d'une simulation de guerre entre les États-Unis et la Russie qui a été menée par les collègues de Princeton en 2020, qui s'appelle Plan A. Vos auditeurs peuvent le trouver sur YouTube, c'est une vidéo de 4 minutes, qui commence par des frappes tactiques, puis escalade au niveau stratégique et produit 91 millions de morts en moins de 4 heures. Wow. Ça vous donne une idée. Ouais, c'est absolument terrifiant. Et sur ce scénario, précisément de l'hiver nucléaire, concrètement, à quoi ça ressemblerait? Quelles seraient les conséquences d'un tel scénario? Alors vraiment, 1000 fois merci d'avoir repris sur ce point-là, parce que mes 91 millions de morts ne comptent pas la possibilité de l'hiver nucléaire et ne comptent pas les retombées à long terme. C'est 91 millions de morts instantanés en 4 heures. L'hiver nucléaire, c'est une tentative scientifique de mesurer les conséquences climatiques de la guerre nucléaire. Simplement parce que les explosions nucléaires, quand elles frappent des villes, notamment qui sont bâties en bois ou avec des structures comme ça, vont produire de la suie qui va monter dans la stratosphère et qui est donc susceptible de couvrir la Terre d'une pellicule qui va rendre plus difficile, voire impossible, la pénétration des rayons solaires. Et donc, la conséquence de ça, dans le cas d'une guerre même relativement modeste nucléaire entre l'Inde et le Pakistan, serait de produire une famine à échelle planétaire parce que, précisément, le fait que le soleil ne puisse plus atteindre le continent asiatique, littéralement, rendrait inexploitable la première source de production de nourriture de la planète. Donc on a des collègues qui ont produit notamment un article dans Nature Food qui dit que ça produirait plusieurs milliards de morts, alors qu'on parle de une guerre nucléaire qui utilise 1% de l'arsenal mondial. Une autre chose que je veux vous dire, en fait deux autres choses que je veux vous dire sur l'hiver nucléaire. La première, c'est ceux d'entre vous, et j'espère que vous êtes nombreux, qui croient à la science, vont se dire « Mais attends, pourquoi il fait comme si on ne savait pas ?» Bien, il faut mesurer quand même que ce que je vous disais tout à l'heure sur les super-feux, on a appris les conséquences des super-feux et on a ensuite étudié, quand je dis on, c'est la recherche indépendante, a étudié est-ce que les planificateurs de la guerre nucléaire les ont intégrés. Et on a découvert que pendant 50 ans, les simulations des conséquences de la guerre nucléaire par les États-Unis d'Amérique notamment n'intégraient pas ces effets-là. Donc le fait et aujourd'hui, les simulations des effets des guerres nucléaires n'intègrent pas l'hiver nucléaire non plus. Donc on est en situation où, en juillet 2025, un groupe d'experts sur les conséquences climatiques de la guerre nucléaire a été nommé par le secrétaire général des Nations Unies et une étude est en cours. Ce qui est regrettable, c'est que la Russie, la France et le Royaume-Uni ont voté contre la résolution, donc on considérait qu'on n'avait pas besoin de savoir ces choses. Ouais, c'est fou. Mais c'est quand même assez impressionnant ce que vous nous dites parce que finalement c'est assez peu connu du grand public alors que c'est un sujet vraiment extrêmement important. Et notamment cet aspect climatique. Je pense que peu de gens savent que ces feux pourraient amener justement de la suie dans la stratosphère, bloquer les rayonnements solaires et finalement, étant donné que les plantes fonctionnent avec la photosynthèse, amener à une famine mondiale qui amènerait à des milliards de morts. C'est quand même
des conséquences gigantesques. Je pense que souvent, quand les gens s'imaginent les bombes nucléaires, ils s'imaginent voilà, une ville qui va exploser ou éventuellement des retombées radioactives. Ça, c'est des conséquences auxquelles on pense moins, mais qui pourtant pourraient avoir une ampleur encore plus immense que les effets directs, finalement. Absolument. D'autant que, et ça on l'a montré dans 2 articles récents, d'autant que les politiques nucléaires des États dotés d'armes nucléaires, membres permanents du Conseil de sécurité, font comme si les armes nucléaires construites aujourd'hui, qui sont en cours de modernisation et donc qui sont susceptibles de rester dans les arsenaux pour 50, 70, 80 ans, n'allaient pas être perturbées en rien par les transformations planétaires ou le changement climatique. Et l'objet de ces articles, qui sont dans la revue Raison Présente en français et dans la revue Futures en anglais, c'est vraiment de montrer que, eh bien, il y a plein de possibles interactions qu'on peut modéliser et qu'on peut mesurer empiriquement. Et mon propos n'est pas de dire ils ont prouvé l'absence d'interaction. Non, non, non. Ils ont fait l'hypothèse implicite qu'on pouvait continuer à traiter ces 2 politiques comme indépendantes, ce qui semble particulièrement imprudent. Mais alors, un des grands arguments qu'on va opposer à cela, ça va être de dire que finalement, les armes nucléaires permettent finalement de garantir la paix presque, étant donné que il y a cette politique qu'on appelle donc la dissuasion, donc l'idée que finalement, si on a des armes nucléaires, ça va éviter en grande partie des guerres plus classiques. Finalement, on éviterait des morts ainsi et ça garantirait une forme de paix mondiale. Très bien. Alors, ça, si vous voulez bien, je vais le prendre en 2 temps. On va d'abord parler de qu'est-ce que c'est que la dissuasion nucléaire et après, on va parler de cet argument qu'on appelle communément la longue paix ou la longue paix nucléaire et pour voir ce qu'on peut en dire. La dissuasion nucléaire. D'abord, il faut revenir à qu'est-ce que c'est la dissuasion nucléaire. C'est juste qu'un État doté d'armes nucléaires va communiquer à un adversaire le fait que si cet adversaire fait quelque chose, dans le cas de la France, le discours, c'est s'en prend aux intérêts vitaux de la nation, il doit s'attendre à ce que le pays, en l'occurrence la France, lui cause des dommages inacceptables en utilisant son arsenal nucléaire. Mais d'abord, il faut commencer par dire, en France, il y a un premier travers du débat qui est qu'on suppose trop souvent qu'il n'y a de dissuasion que nucléaire. C'est-à-dire que produire l'effet dissuasif, à savoir convaincre l'adversaire de ne pas faire ce qu'on ne veut pas qu'il fasse, ça exige une menace nucléaire. Bon, la dissuasion existe dans bien d'autres domaines avec tout un tas de moyens qui n'ont rien à voir avec les armes nucléaires. Donc il faut d'abord se rendre capable de faire cette distinction analytique. Quelles sont les situations où l'effet dissuasif a été produit par la menace nucléaire et quelles sont les situations où cette menace était nécessaire par opposition au cas où en fait l'effet était surdéterminé et des menaces non nucléaires auraient suffi. Ensuite, on fait une autre faute logique qui est de se dire, puisqu'il n'y a pas eu... Alors, soyons clairs, je ne conteste pas une seule seconde, qu'il n'y ait pas eu d'explosion nucléaire non désirée et qu'il n'y ait pas eu de guerre nucléaire. Ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas déduire de ça que la dissuasion n'a pas échoué. Parce qu'il y a 2 modes d'échec. Il y a un échec qu'on appellerait en anglais « fail deadly », c'est-à-dire l'échec catastrophique, et un échec qu'on appellerait « fail impotently ». C'est-à-dire, si vous et moi, on est 2 chefs d'État en situation de dissuasion nucléaire, et qu'en fait, suite à une erreur de perception, vous décidez de tirer, mais que votre ordre n'est pas transmis et qu'à la fin, il ne se passe rien, il ne se passe rien, il n'y a pas d'explosion. Mais c'est un échec de la dissuasion, puisque vous avez choisi de tirer. Vous voyez, ça, c'est un cas de fail deadly. Et donc, la preuve de ça, c'est que si la dissuasion nucléaire marchait toujours, alors les États non dotés d'armes nucléaires n'auraient jamais attaqué des États dotés, puisqu'ils auraient toujours craint
la possibilité de la représaille nucléaire. Or, des contre-exemples, on en a tout le long de l'histoire de l'âge nucléaire. Est-ce que ça vous suffit ou est-ce que vous voulez les contre-exemples? Avec plaisir. Alors, en termes de dissuasion nucléaire étendue, dès 1948, alors que les États-Unis ont montré qu'ils étaient prêts à utiliser ces armes, ils les ont utilisées 2 fois, à Hiroshima et à Nagasaki, si on ne compte pas l'essai Trinity comme un cas d'explosion. En 1948, l'Union soviétique, qui n'est pas encore nucléaire, conduit le blocus de Berlin, donc contre un allié des États-Unis déjà doté. En 1950, la Chine n'est pas dissuadée d'attaquer la Corée par l'arsenal américain. Ensuite, en 1962, un cas essentiel, ça je vous le raconte un peu en détail, la fameuse crise dite des missiles de Cuba. Dans la crise des missiles de Cuba, il y a un moment où Fidel Castro est persuadé que les États-Unis vont envahir ou bombarder. Et avec l'ambassadeur Akhromeyev, il écrit une lettre à Khrouchtchev dans laquelle il dit « Si les États-Unis occupent, envahissent et littéralement mettent fin au régime cubain, je vous demande d'initier la guerre nucléaire en notre nom pour que l'expérience socialiste et le peuple cubain ne soient pas morts pour rien. » C'est une logique, si vous voulez, du martyr nucléaire. Donc là, on a un État non doté qui, en faisant ça, en demandant ça, sait qu'il s'expose à la représaille immédiate. Mais choisit de le demander quand même. En 1973, l'Égypte et la Syrie attaquent Israël alors que la capacité nucléaire d'Israël est connue. En 1979, le Vietnam mène une guerre contre la Chine dotée d'armes nucléaires. En 1982, l'Argentine envahit les îles Malouines, territoire du Royaume-Uni doté d'armes nucléaires. En 1990, l'Irak ignore les menaces nucléaires américaines. La Syrie fait de même en 1999. Les incursions de l'armée ukrainienne en territoire russe en août 2024 et les tirs de missiles iraniens contre Israël en juin 2025 sont les dernières manifestations de ce que le grand stratégiste français Lucien Poirier appelait les limites de validité de la dissuasion nucléaire. Donc vous voyez, ce n'est pas que j'ai trouvé une exception étrange. La liste est longue. Est-ce qu'on passe d'emblée sur la paix nucléaire et qu'est-ce qu'on peut en dire? Avec plaisir. Très bien. Alors, la paix nucléaire, déjà, ce que je viens de vous dire est une première objection à l'idée que les armes nucléaires empêcheraient toute forme de guerre, puisque dans ces cas, elles n'ont pas, en tout cas, empêché l'attaque. Il faut commencer d'abord par reposer les termes du débat. La discussion sur la paix nucléaire suppose très souvent que la durée de cette paix est anormalement longue et que c'est pour ça qu'il faut une explication exceptionnelle à une paix d'une durée exceptionnelle. Or, des historiens, des politologues et des statisticiens ont tous montré, on peut mettre les références en description, que cette paix n'est non seulement pour l'instant pas anormalement longue, mais qu'en fait il faudrait qu'elle dure plus de 100 ans de plus pour devenir anormalement longue. Donc, juste faire la faute logique en disant mais on a le droit de transformer une corrélation en une relation causale parce que la paix est anormalement longue, en fait, on n'a de toute façon jamais le droit de faire ça. Mais si on se disait on va acquérir le droit quand la paix nucléaire deviendra anormalement longue, on en est encore très loin. Donc, je vous ai déjà montré qu'il y a des cas où la possibilité de représailles nucléaires n'a pas empêché la guerre. Mais il y a aussi un nombre de cas substantiels où c'est la croyance en l'effet dissuasif des menaces de frappe nucléaire qui a conduit les dirigeants d'États dotés à prendre des risques et parfois même à engager la guerre. Donc je vous donne des exemples. En 1950, la possession d'armes nucléaires a enhardi Staline, qui avait jusqu'à présent refusé de fournir des armes et de soutenir les Nord-Coréens dans leur tentative d'attaquer le Sud. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre de Corée. Une fois l'essai nucléaire conduit, Staline donne le feu vert et envoie les armes et la guerre de Corée a lieu.
Dans les années 70, le régime d'apartheid en Afrique du Sud envoie plus de troupes et avance plus en profondeur dans le territoire de l'Angola parce qu'il s'attend sous peu à bénéficier de l'ombre portée de l'arsenal nucléaire qu'il est en train de construire. Dans les années 90 et 2000, plusieurs incursions pakistanaises en territoire indien sont faites du fait de la confiance que les Pakistanais ont dans le fait que les Indiens ne voudront pas escalader. Et plus près de nous encore, en Ukraine en 2022, le comportement du régime russe montre à la fois dans le discours du dirigeant les menaces nucléaires qui ont pour but de dissuader l'Occident de participer directement, les exercices dits Zapad qui ont lieu juste avant, et le lancement d'un missile Sarmat. Tout ça montre que le Kremlin s'est donné confiance dans la possibilité de mener cette guerre parce qu'il s'est cru protégé par l'ombre portée de l'arsenal nucléaire russe. Donc vous voyez bien, ces systèmes d'armes sont en fait dans de nombreux cas des encouragements à l'agression. D'ailleurs, dans le cas de la Russie, on a vu que très régulièrement, c'était une menace que mettait en avant Vladimir Poutine, l'idée que, par exemple, au moment où Emmanuel Macron proposait de potentiellement mettre des troupes françaises en Ukraine, Vladimir Poutine avait dit si vous faites ça, c'est attaque nucléaire directe. Donc on voit finalement qu'il y a ces menaces aussi. D'ailleurs, je ne sais pas à quel point est-ce qu'il faut les prendre au sérieux, d'après vous ? Alors, ça, c'est une question, en fait, politique et éthique très difficile. Parce que, et moi, je vais juste vous donner des moyens de poser la question. C'est-à-dire, littéralement, dans le débat public, on fait souvent une erreur très commune qui est de dire, bien évidemment, puisque ces menaces seraient contraires à l'exécution de ce que nous, on voudrait faire, on ne va pas les prendre au sérieux. Et on va dire, puisqu'il ne l'a pas fait jusqu'à présent, alors il ne peut pas le faire. Bien, ça, c'est de wishful thinking. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas du tout l'idée que M. Poutine a du seuil à partir duquel il utiliserait ses armes. Mais ce qu'on peut observer, c'est d'abord que la Fédération de Russie dispose d'une capacité nucléaire fonctionnelle et qu'ensuite, le discours de la Russie et les documents de doctrine sont à peu près cohérents sur le fait que ces systèmes d'armes seraient utilisés en cas d'atteinte à la possibilité de la survie de l'État russe. Et donc le jeu, c'est d'intégrer les territoires annexés dans l'État russe pour étendre l'effet dissuasif. Mais donc ce que je veux vous dire, c'est prétendre par facilité que ces menaces sont par définition non crédibles, c'est en fait faire quelque chose qu'on n'accepterait pas de faire, qui est de dire alors il n'y a jamais eu de menace nucléaire crédible. Sinon, il faut expliquer pourquoi on choisit de les considérer comme non crédibles et de prendre ce risque. On peut avoir cette discussion. Mais pour moi, ça, c'est une discussion de choix politique et de choix éthique. Juste dire elles ne sont par définition pas crédibles, ce n'est pas un argument factuel suffisant, si vous voulez. Il faut que je vous fasse part d'un gros problème. Presque 70% des personnes qui écoutent cette émission ne sont pas abonnées à la chaîne. 70%, ça fait beaucoup quand même. Donc j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez le soutenir, abonnez-vous maintenant. Ça vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos et en plus, c'est 100% gratuit. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Juste, pardon, sur la paix nucléaire, je voulais terminer en ajoutant deux petites choses. Je le fais brièvement. Une, c'est que quand on parle de paix nucléaire, on décrit par cette expression une paix par la dissuasion nucléaire. Et très souvent, on raconte cette histoire-là comme si c'était une paix dans laquelle les bombes n'ont pas explosé. Or, là, il y a un effet de déconnexion problématique parce que les partisans de la dissuasion nucléaire, passés et présents, ont dit très explicitement que pour rendre crédibles les doctrines de dissuasion nucléaire, il fallait faire ce qu'on a appelé à l'époque des essais nucléaires atmosphériques,
Donc, il y en a eu 543 dans l'atmosphère, d'autres souterrains, mais qui ont des effets bien moindres. Si on se concentre sur les effets nucléaires atmosphériques, il faut bien montrer qu'on a eu plus d'1 million de personnes qui ont été contaminées rien qu'au Kazakhstan. Plus de 100 000 en France, ça a été révélé par le travail de Sébastien Philippe et Thomas Status, qui travaillaient dans mon équipe, donc révélé par la recherche indépendante. Donc, quand on parle de paix nucléaire, d'abord, il faut se souvenir que c'est une paix contaminée et une paix qui a produit 124 000 de ces systèmes d'armes qu'il a ensuite fallu démanteler. Une autre chose que je vous dis juste comme ça, c'est que quand on dit puisqu'il n'y a pas eu d'explosion nucléaire non désirée, alors c'est la dissuasion nucléaire qui a été la cause de ça, on fait une faute logique. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte que il se peut qu'elles aient été la cause de ça, et dans certains cas, il est exact qu'elles l'ont été, mais il y a aussi des cas où c'est la défaillance technique, la désobéissance, ou des variables indépendantes de la dissuasion nucléaire qui ont causé l'absence d'explosion. Donc dans ces cas-là, c'est donner trop de crédit à la dissuasion nucléaire que de lui attribuer tous les succès de l'absence d'explosion. C'est ce qu'on appelle une illusion rétrospective de contrôle qui nie le rôle des facteurs que j'ai appelés chance dans l'évitement d'explosion nucléaire non désirée. Donc finalement, d'après vous, si on n'a pas eu de guerre nucléaire encore de grande ampleur, disons, aujourd'hui, c'est pas uniquement dû à la dissuasion ou au fait qu'on contrôle bien ses armes, mais c'est aussi beaucoup dû à la chance finalement. Alors, oui. La bonne nouvelle, si vous voulez, c'est que c'est pas seulement d'après moi, parce que j'avais envie de dire un truc qui allait me donner l'air malin ce jour-là. C'est le résultat sur la chance, il est le résultat de maintenant 9 ans de travail avec un ancrage justement dans ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire observer qu'il y avait une faute logique dans ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'explosion que la dissuasion a été la cause de tous ces issues favorables, mais d'abord de conceptualiser et de se rendre capable d'identifier les cas où c'est la désobéissance, les cas où c'est la défaillance technique qui ont rendu ça possible, et donc d'identifier 3 types de chances, le troisième étant le cas où c'est des variables indépendantes de l'exécution de la dissuasion nucléaire, comme la direction du vent, par exemple. Donc il serait faux d'attribuer ça à un succès de la dissuasion nucléaire. Ça s'ancre dans un travail d'archives aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Russie. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, il y a un rapport en 1990 d'un panel qui s'appelle le panel Drell qui dit entre 1950 et 1980, il y a eu 32 cas de broken arrows, c'est-à-dire 32 cas de situations où on aurait pu avoir une explosion nucléaire non désirée. Et ce rapport est disponible en ligne librement aujourd'hui. J'ai interviewé Sidney Drell en 2013 et il m'a dit, même sur cette période-là, qu'il était sûr qu'il y avait encore des cas qu'il n'avait pas découverts. Mais il faut bien mesurer que mon évaluation de la chance, que vous pouvez lire si ça vous intéresse en détail dans Repenser les choix nucléaires, est très probablement une sous-estimation. Je vous dis pourquoi. Parce que d'abord, un cas de chance classique, c'est la crise de Cuba. La crise de Cuba qui est la crise nucléaire la mieux documentée et la plus étudiée. Mais même dans ce cas-là, il nous a fallu plus de 30 ans pour prendre la mesure du rôle de la chance dans l'évitement d'explosions nucléaires non désirées dans cet épisode pourtant massivement étudié. Donc, vous voyez, si on met 30 ans à produire la connaissance nécessaire sur ça, ça veut dire qu'on a au moins 30 ans de retard, ou en tout cas sur les 30 dernières années, on ne sait pas s'il y a eu 0 cas de chance ou plus. Autre chose, je vous l'ai dit, on est limité dans ce travail par la disponibilité des archives. Et les États-Unis et le Royaume-Uni, en tout cas jusqu'à récemment, étaient exceptionnellement ouverts et transparents, beaucoup plus que tous les autres États dotés d'armes nucléaires. Donc, mon évaluation de la chance, qui maintenant, et c'est ça que j'aurais dû commencer par vous le dire, qui maintenant est validée par des historiens, par des politistes
et par la communauté scientifique. Il n'existe aucune réfutation de cet argument jusqu'à présent dans la littérature peer-reviewed. Eh bien, ça dépend de la disponibilité des archives. Donc, il est fort probable que ça soit une sous-estimation, mais on ne peut pas savoir dans quel degré, puisqu'on n'a aucune idée de est-ce qu'on en a manqué un, ou est-ce qu'on en a manqué plus, ou est-ce qu'on en a manqué aucun. Je vous dis un dernier élément sur la chance, qui est que c'est vraiment important qu'on parle de ça aujourd'hui ensemble, parce que un des travaux de l'équipe, c'était justement d'objectiver les niveaux de connaissance et les attitudes de nos concitoyens sur les politiques nucléaires. Et en 2024, on a découvert en France que 47% des Français, ou de l'échantillon représentatif de 1000 Français qu'on a interrogés, 47% d'entre eux niaient le rôle de la chance, qui est pourtant établi par la communauté scientifique. Donc c'est vraiment important de le faire connaître. Oui, donc finalement, beaucoup de gens ont cette impression que les armes nucléaires sont des armes très contrôlées, très protocolées, avec beaucoup de règles de sécurité, etc., sous contrôle. Mais finalement, ce que vous expliquez, c'est que il se pourrait bien que, en tout cas, on a tous les éléments aujourd'hui pour dire qu'effectivement, on a eu beaucoup de chance de ne pas arriver à une guerre nucléaire potentiellement de grande ampleur dans l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel point justement l'arme nucléaire n'est pas sous contrôle, à quel point les protocoles par exemple de sécurité sont suivis ou non, et puis aussi peut-être nous donner quelques exemples historiques marquants d'endroits où cette chance aurait pu, si elle était plutôt une malchance, nous faire basculer vers une guerre totale. Bien sûr, volontiers. Oui, je veux insister sur avant de vous donner des exemples, je veux insister sur 2 points. Les cas de chance que j'ai identifiés ne sont pas des cas d'évitement de la guerre nucléaire par chance. Ce sont des cas d'évitement d'explosion nucléaire non désirée. C'est-à-dire, c'est une explosion qui aurait des effets considérables, précisément par souci d'exactitude scientifique. Je ne spécule pas sur les conséquences qu'aurait eu l'explosion, hors des conséquences physiques directes de l'explosion. Il y a un cas d'évitement de la guerre nucléaire par chance, et c'est précisément la crise de Cuba. Parce que précisément, donc la crise de Cuba, pour vos auditeurs qui ne connaissent pas bien, octobre 1962, les États-Unis détectent des mouvements suspects et se disent on est en train de déployer des missiles à Cuba. La question, c'est est-ce qu'il y a des têtes nucléaires ou pas encore, et est-ce qu'elles vont venir? Ce qui est intéressant dans la crise de Cuba, c'est d'abord la prise de risque du dirigeant américain. Ce qu'on ne sait pas dans le débat français, dans le discours classique, c'est qu'on a l'impression qu'évidemment, il fallait faire quelque chose parce que c'est inacceptable que les soviétiques déploient des armes nucléaires à Cuba. Or, quand on regarde, et on a la transcription des rencontres du président Kennedy avec ses conseillers, Roswell Kilpatrick et le secrétaire à la Défense Robert McNamara lui disent à Kennedy: vous savez, Monsieur le Président, en fait, qu'il y ait des missiles soviétiques à Cuba ou pas, ça ne modifie pas l'équilibre des puissances, puisqu'on a parlé tout à l'heure de missiles balistiques. Les États-Unis sont en situation de vulnérabilité équivalente. Ça va juste mettre moins de temps si ça part de Cuba, mais étant donné que ça met déjà une demi-heure si ça part de Moscou, ça ne change rien. Face à ça, Kennedy est d'accord, mais choisit quand même de dire le contraire à l'opinion publique internationale et de dire c'est très très grave, ça modifie la situation sécuritaire, et donc d'en faire une crise. Il le fait essentiellement pour des raisons de politique domestique, parce que c'est un jeune président catholique, démocrate, qui du coup va être confronté à des élections de mi-mandat et ne veut surtout pas être critiqué pour avoir été faible sur les questions de défense ou faible face au communisme. Donc vous voyez un cas de prise de risque extraordinaire pour lequel, d'abord on a mis très longtemps à se rendre compte de ça. Il y a des travaux scientifiques de mon mentor Barton Bernstein dans les années 70, mais c'est déjà 10 à 15 ans après l'événement. Et dans cet épisode de la crise de Cuba, on a un cas de chance qui est au milieu de la crise.
on déclare un blocus, une quarantaine. Donc, les États-Unis disent on fait en sorte que plus rien ne puisse arriver à Cuba. Et leur stratégie, c'est pour faire ça, on va larguer des grenades sous-marines pour forcer les éventuels sous-marins soviétiques autour de Cuba à faire surface. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que ça va marcher. C'est-à-dire, un des sous-marins soviétiques, il y en a 4, va être effectivement touché par une grenade sous-marine. C'est un sous-marin qui s'appelle le B-59, mais ce que les Américains ne savaient pas et ce que Robert McNamara va apprendre plusieurs décennies plus tard à la Havane et qu'à ce moment-là, il ne croira pas. Il y a un épisode très intéressant où il sort de la salle et il demande au traducteur « Est-ce que j'ai bien entendu ?» Il ne savait pas qu'à bord de ces sous-marins, il y avait dans chacun une torpille à tête nucléaire avec une capacité de destruction approximativement équivalente à celle d'Hiroshima. Ce jour-là, donc, on a 2 versions de ce qui s'est passé, mais les 2 versions donnent un rôle à la chance. Dans la première version, le sous-marin est frappé par la torpille et littéralement le commandant donne l'ordre... Pardon, pas frappé par la torpille, frappé par la grenade sous-marine. Mes excuses. Et donc, le commandant donne l'ordre que la torpille soit mise dans le tube, prête au lancement. Et il dit, il faut qu'on lance. C'est un homme dont le nom vous est sans doute pas familier, qui s'appelle Vassili Arkhipov, qui va dire non, parce que lui, 15 mois plus tôt, il était sur le sous-marin K-19, qui est un fiasco industriel soviétique, et donc ne veut pas prendre le risque d'une erreur et dit non. On a la chance que Arkhipov soit là au bon moment. Autre version, le sous-marin aurait été forcé à faire surface et aurait tenté de repartir en plongée, mais n'aurait pas pu parce qu'un de ses membres d'équipage aurait été bloqué dans le kiosque, et de ce fait, ils auraient eu un signal des Américains comme quoi ça n'était pas une situation d'escalade. Mais dans les 2 cas, ce que vous voyez, ce n'est pas un facteur de contrôle, ce n'est pas une procédure normale ou ce n'est pas l'obéissance qui permet d'aboutir à l'issue, c'est un facteur chance. Pourquoi je dis que c'est l'évitement de la guerre nucléaire? Parce que dans le protocole, s'il y avait eu une explosion de 10 ou 15 kilotonnes à Cuba à ce moment-là, tout nous dit, et les historiens convergent, pour dire que les Américains auraient répliqué. Et le jour où il réplique, c'est la guerre nucléaire. Un exemple historique qui m'avait particulièrement marqué aussi, et qui a d'ailleurs donné lieu à une sorte de journée de fête du fait qu'on ait justement potentiellement évité une guerre nucléaire ce jour-là, c'est celui de Stanislas Petrov. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer? Bien sûr. Le cas du colonel Petrov, c'est un épisode qui a lieu le 26 septembre 1983. Le colonel Petrov est un officier radar soviétique. Et ce qui se passe cette nuit-là, après il y a tout un détail aussi sur la vie privée du colonel Petrov qui est très intéressant. C'est à ce moment-là, sa femme est très malade et il n'est pas censé être de garde. En fait, il n'est pas censé être en service ce jour-là. Mais apparemment, la personne en question a la grippe et on le rappelle au dernier moment, donc il y va. Et alors qu'il est formé à avertir et à littéralement transmettre toute détection d'attaque ennemie pour que le leadership politique puisse avoir le temps de décision. Ce jour-là, ce qui se passe, c'est que le colonel Petrov détecte 1, 2, 3, puis 4, puis 5 signaux de lancement sur son écran radar et il choisit de prendre plusieurs minutes de temps de réflexion, apparemment dans certaines versions jusqu'à 8 minutes de temps de réflexion. Et il finit par dire « c'est une fausse alerte ». Il a raison, c'est une fausse alerte, c'est une erreur technique qu'on pourrait expliquer en détail. Mais la chose, c'est que de ce fait, dans une période de très grande tension où le président Reagan avait appelé l'Union soviétique l'Empire du mal, où on avait une situation où un avion de la Korean Airlines avait été abattu par les soviétiques avec un membre du Congrès américain à bord, donc une période de grande tension, on aurait risqué l'escalade. On ne peut pas préjuger
de ce qu'aurait fait le leadership politique si le colonel Petrov avait dit c'est une attaque. En tout cas, il y avait une probabilité substantielle qu'ils aient réagi de la manière que je viens de décrire. Cette histoire est souvent re-racontée par les optimistes en disant vous voyez, le colonel Petrov est juste un professionnel bien entraîné. Eh bien, ça, c'est une mauvaise lecture de la distinction entre cas de contrôle et cas de chance, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le protocole et le contrôle veut que le temps de décision n'appartienne pas au colonel Petrov, mais appartienne au leadership politique. Le choix de s'accaparer le temps de décision, alors que, comme vous le savez, on en a parlé tout à l'heure, il faut une demi-heure pour que des missiles balistiques aillent de Washington à Moscou. Donc, ça veut dire que votre temps de décision, il est inférieur à 10 minutes. Si vous en prenez déjà 8, vous avez littéralement monopolisé le temps de décision et privé le leadership politique de ce temps de décision. Donc, ça doit être considéré comme un cas de désobéissance. Et de ce fait, le colonel Petrov n'a pas été remercié. Il a été puni pour avoir fait ça. C'est incroyable quand même qu'on soit passé aussi proche, et vraiment les exemples historiques ne manquent pas. Là, on a pu en raconter 2, mais il me semble qu'il y en a d'autres. C'est très bien que vous posiez la question comme ça, parce que moi, je ne veux vraiment pas que vos auditeurs se disent « Ah, mais ça, c'est intéressant, mais c'est un temps révolu ». C'est-à-dire, aujourd'hui, on aurait repris le contrôle complet sur les systèmes d'armes nucléaires. Et ce que Benoît trouve, c'est au fond des cas passés, voire un passé presque antédiluvien, surtout au village de vos auditeurs. C'est effectivement un passé ancien du fait de la disponibilité des archives, mais il y a un grand nombre de raisons qui nous permettent de dire que les politiques nucléaires actuelles sont encore des paris sur la chance. Et la première raison, c'est un lien direct avec ce qu'on se disait à l'instant sur le colonel Petrov. Le colonel Petrov, c'est un cas de chance que j'appelle la désobéissance opportune. C'est-à-dire parier sur un système où on entraîne les membres de la chaîne de commandement nucléaire à ne jamais désobéir, mais on parie sur le fait qu'ils désobéiront toujours quand on en a besoin et jamais à aucun autre moment. C'est-à-dire on aura toujours le Stanislas Petrov dont on a besoin, mais on n'aura jamais de gens qui désobéissent à un autre moment. Ça, c'est évidemment un pari sur la chance, parce que si vous formez les gens à ne pas faire ça et que vous pariez sur le fait qu'ils vont le faire quand même, c'est un pari sur la chance. Eh bien, quand j'ai écrit ça en 2022, dans 2021 en fait, l'écriture, dans Repenser les choix nucléaires, je me disais les gens vont penser que c'est un choix théorique, c'est une espèce de vue de l'esprit. Mais déjà à l'époque, on avait un cas qui est le général Robert Keller, donc la personne qui est le commandant en chef en charge de l'arsenal nucléaire américain. Le 14 novembre 2017, il témoigne devant le Congrès américain et il explique exactement ça. Il dit, voilà, en cas d'ordre fou du président, je pourrais désobéir. Et il explique qu'il croit que dans la chaîne de commandement, la désobéissance sera possible. C'est très intéressant cette audition parce qu'il manifeste sa conviction alors même que les membres du Congrès lui expliquent que non, il ne pourra pas, en fait. À un moment, il va falloir exécuter l'ordre. Donc, vous avez un exemple d'officiel très haut gradé avec une responsabilité majeure. Mais vous avez aussi, depuis le début de la guerre en Ukraine, si vous écoutez le commentaire médiatique, ce discours de la désobéissance opportune, il est partout. C'est de dire, si le président Poutine donne l'ordre, il y aura quelqu'un qui refusera de l'exécuter, donc tout ira bien. Et d'abord, ça, on n'en sait rien, mais surtout, ça occulte le fait qu'il se peut que quelqu'un désobéisse. Mais si c'est le cas, le président de la Fédération de Russie a toute autorité pour démettre cette personne de ses fonctions. Et donc, même si vous avez 10, 15, 20 personnes qui désobéissent, il y en a bien un, au bout d'un moment, qui ne désobéira pas. Donc, vous voyez, cette croyance dans la désobéissance opportune, c'est une des manifestations de la chance, du pari sur la chance qui est encore à la source des politiques nucléaires présentes. Mais il faut aussi voir qu'une dépendance moindre sur la chance exigerait des preuves vérifiables de progrès de la sûreté et de la sécurité dans tous les arsenaux de tous les États dotés d'armes nucléaires. Ça, c'est une espèce de gymnastique intellectuelle propre au phénomène nucléaire qui n'est pas facile et à laquelle j'invite vos auditeurs à se livrer. C'est-à-dire que
pour que, si on suppose que vos auditeurs sont français ou francophones, pour que la France soit à l'abri, il ne suffit pas du tout que l'arsenal nucléaire français soit parfaitement contrôlable. Il faut que l'arsenal de tous les États qui ciblent la France soit parfaitement contrôlable et ne subisse jamais d'accident ou d'escalade ou ne soit jamais entraîné dans des guerres nucléaires qu'ils le souhaitent ou pas. Parce que sinon, si le dimensionnement de leurs arsenaux est sur la base de la limitation des dommages, nous serions des cibles prioritaires. Donc vous voyez, on n'a pas du tout le niveau de preuve suffisante pour avoir la confiance dans le fait que cette amélioration est totale et complète. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que les gardiens des arsenaux nucléaires ont des incitations professionnelles et patriotiques à surestimer leur contrôle sur les armes. Et dans l'ouvrage, j'ai des exemples de ça, du fait qu'ils l'ont fait historiquement à la fois en France et aux États-Unis. J'ajoute quand même, pour vous dire que quand on parle de chance et de perte du contrôle, il ne s'agit pas de dire que c'est la panique permanente et que les arsenaux nucléaires sont gérés comme la foire d'empoigne. C'est simplement de mesurer que dans ce domaine-là, l'échec catastrophique est anormalement intolérable. C'est-à-dire que le mandat de ces institutions est un mandat exceptionnel de contrôle parfait. Vous voyez, je prends un exemple bête. Je pense que vous et moi, on a un réfrigérateur. Si notre réfrigérateur défaille, ça va être inconfortable pour nous deux, mais on peut accepter que dans l'histoire de notre vie, on aura des réfrigérateurs défaillants. Mais dans le cas de la possibilité de la guerre nucléaire, c'est pour ça que, même si ces cas de chance sont peu nombreux, au regard de l'histoire de la guerre nucléaire ou de l'histoire des arsenaux nucléaires, Eric Schlosser, dans son ouvrage important « Command and Control », dit « En cas d'explosion nucléaire non désirée, le succès du contrôle par les institutions en charge des arsenaux aux États-Unis serait encore 99,99%. Ce qui, vous voyez, est un taux de contrôle qui paraît absolument satisfaisant. Ça vous révèle, puisque ça aboutit à une issue intolérable, que même ce taux de contrôle anormalement élevé n'est pas suffisant. C'est pour ça que les problèmes de chance sont très graves. Il ne s'agit pas de dire que c'est moins bien gardé que le reste. C'est évidemment mieux gardé que le reste. Mais mieux gardé ne suffit pas, parce qu'il faut que ça soit gardé de manière parfaite. Oui, puis on voit qu'il y a quand même des problèmes techniques qui sont assez flagrants, typiquement dans le cas de Stanislas Petrov, à la fois des problèmes techniques, à la fois des problèmes dans la façon dont les règles sont suivies. Par exemple, un des exemples qui m'avait marqué aussi quand j'avais consommé vos contenus finalement pour préparer cet entretien, c'est le fait que la passation des codes nucléaires, qu'on imagine comme étant un protocole extrêmement strict et suivi absolument rigoureusement, ne l'est pas du tout en réalité. Alors effectivement, en France, la passation des codes nucléaires en France ne s'est pas passée comme prévu de la nucléarisation du pays, au moins jusqu'à l'élection de François Mitterrand. Je n'ai pas d'informations suffisantes pour les étapes d'après. J'en profite pour faire un petit détour avant de vous donner les exemples. Vos auditeurs vont sans doute me trouver frustrant, c'est-à-dire il y a des fois où je vais vous dire je ne sais pas ou je n'ai pas la bonne réponse, mais une leçon vraiment d'hygiène intellectuelle sur les questions nucléaires, c'est que précisément l'expert honnête doit dire je ne sais pas en fait, et doit clarifier les limites de validité de son discours. Un moyen pour identifier les marchands d'illusions, c'est quand ils ont réponse à tout. Donc sur la passation de pouvoir en France, en 1969, donc après le départ du général de Gaulle, 3 jours passent sans qu'Alain Poher, qui est président du Sénat et donc président par intérim, ne cherche l'information sur effectivement le protocole d'usage de l'arsenal nucléaire national que son chef d'état-major particulier n'avait pas, et alors même que le général de Gaulle était injoignable. Il l'aurait reçu finalement du ministère de la Défense, Pierre Messmer, dans une enveloppe. Ce qui n'était pas du tout prévu que ça se passe comme ça. En 1974, après la mort de Georges Pompidou, le même Alain Poher
se retrouve dans la même situation, mais il affirme que le médaillon dans lequel les codes nucléaires devaient être était finalement vide. Et en 1981, une anecdote fréquemment rapportée, c'est que François Mitterrand aurait laissé les codes nucléaires dans une veste qui aurait été amenée au pressing. Mais vous voyez, ça nous amène à de l'anecdote et à de la rigolade. Moi, je voudrais vraiment nous ramener sur le fait que quand on dit que la politique nucléaire présente parie encore sur la chance, bien, ça se manifeste par le fait, on va sans doute reparler d'IA, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, mais même sans parler d'IA, la possibilité du hacking des armes nucléaires et le fait qu'on va faire des efforts pour éviter le hacking, ça veut dire qu'on va introduire de la complexité et peut-être des systèmes étroitement couplés. Et cette complexité ajoutée ouvre des possibilités de perte de contrôle. Et c'est simplement une des raisons supplémentaires pour lesquelles on est encore en train de parier sur la... Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez du débat finalement sur les armes nucléaires en francophone ? Est-ce que c'est un débat qui vous paraît sain, pertinent, ou est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression qu'il est manipulé de part et d'autre ? Ah oui, alors c'est pas vraiment un débat, c'est une production de discours qui manifeste ce que j'appellerais le déni de la vulnérabilité nucléaire dont on a parlé dès le début, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de protection contre une frappe nucléaire délibérée ou accidentelle ou inadvertante venue de n'importe quel État qui ciblerait la France. Pour vous donner une explication du caractère insatisfaisant de cette conversation publique, mais aussi pour donner aux auditeurs des pointeurs sur comment faire pour mesurer les conditions de validité de ce qu'ils entendent, il faut observer le renversement du sens des mots. C'est-à-dire dans le débat nucléaire ou dans la conversation nucléaire francophone, on va parler de protection, le président Macron en parle très régulièrement, ou de parapluie nucléaire. Donc le parapluie, vous êtes bien d'accord, le but du parapluie, c'est pas d'empêcher la pluie de tomber, c'est de vous garder au sec quand la pluie tombe. Il n'y a pas, et il n'y a jamais eu, de parapluie nucléaire. Donc on renverse la vulnérabilité en une illusion de protection, alors même qu'en France, on n'a jamais développé ni d'abri anti-atomique, ni de défense antimissile supposée produire un bouclier. Donc ce que la stratégie française valorise, c'est l'impossibilité mutuelle de protéger la population. Donc littéralement, on renverse la conversation en parlant de parapluie ou de protection. Il faut parler de vulnérabilité et expliquer comment on négocie ces vulnérabilités, pourquoi on les veut. De la même manière, on parle souvent d'autonomie stratégique. Mais l'autonomie stratégique, si ça veut dire qu'on est totalement souverain face à la menace nucléaire, ben ça oublie encore une fois qu'on est en condition de dépendance complète à la possibilité d'accident, d'escalade inadvertante ou accidentelle dans n'importe quel arsenal qui ciblerait la France. Et on est aussi en dépendance complète à la détermination de n'importe quel ennemi qui serait déterminé à nous détruire. L'ennemi qui est prêt à prendre le risque de la représaille va nous frapper et nous allons mourir. Donc ce n'est pas de l'autonomie stratégique. Dernière catégorie qui est vraiment renversée, c'est celle de l'assurance vie. J'entends souvent sur les plateaux télévisés, l'arme nucléaire est une assurance vie. Bien, tous ceux qui ont une assurance vie savent que l'assurance vie, c'est une possibilité et une probabilité de pertes qui seront compensées après la perte. La stratégie de la dissuasion nucléaire, c'est pas du tout ça. C'est d'empêcher la perte a priori et de comprendre bien que si la perte, c'est la perte du pays, a lieu, il n'y a pas de compensation possible ex post. Donc ça n'a rien à voir avec une assurance vie. Mais vous voyez bien, ces trois renversements font que la communication qui se présente comme de l'expertise est de la paraphrase d'un discours rassuriste pro-nucléaire.
Personnellement, ce que je trouve inquiétant, c'est non seulement ces sortes d'éléments de langage qui sont rappelés sans cesse, mais aussi que ceux qui les profèrent sont pas présentés comme étant voilà, des pro-nucléaires, là où à l'inverse, les gens qui vont davantage militer par exemple pour un désarmement nucléaire, eux sont clairement identifiés comme des militants. Mais de l'autre côté, non, ce sont juste des experts neutres et indépendants. Oui, absolument. Il y a une asymétrie dans ce traitement qui est documentée de manière détaillée dans le chapitre 7 de mon ouvrage. Mais encore une fois, si l'idée c'est de donner une boîte à outils à vos auditeurs, il y a des moyens d'identifier la communication par opposition à la recherche indépendante ou aux analystes neutres. Comme vous l'avez dit, la plupart des partisans du désarmement disent qu'ils le sont. Donc, ils sont partisans, mais ils vous le disent, ça va. Si quelqu'un est un analyste neutre, dit qu'il est un analyste neutre, objectif et impartial, vous pouvez déjà observer, est-ce qu'il a recours à ce langage inversé que je viens d'identifier? Le parapluie, la protection, l'assurance vie. Là, ça veut dire qu'il fait en fait de la communication pro-nucléaire. De la même manière, est-ce qu'il reprend pour argent comptant des catégories du discours officiel? Est-ce qu'il va vous parler par exemple de la dissuasion pour décrire l'arsenal nucléaire national? Vous voyez, quand vous et moi on parle de l'arsenal nucléaire français, on peut parler de l'arsenal nucléaire français. Quand on l'appelle la dissuasion, ça suppose déjà qu'on sait qu'il dissuade, qu'il ne fait que dissuader, qu'on n'a pas parlé des effets des essais nucléaires, qu'il n'y a pas de dissuasion non nucléaire, et on n'a rien prouvé de tout ça, donc on a fait de la com. Troisième signal du communicant, l'acceptation de déclarations d'intention comme suffisante pour la preuve des effets d'une politique. C'est-à-dire, le chef de l'État dit qu'il veut que ça dissuade, ou que ça. Et alors, ça suffit pour dire que ça le fait. Alors que, évidemment, l'effet dissuasif, il se mesure du point de vue de celui qui doit être dissuadé, pas de celui qui veut dissuader. Et dernier élément, il faut toujours se poser la question des financements. Parce que, comme on l'a dit au tout début, mon programme est, à ma connaissance, le seul qui refuse tout financement porteur de conflits d'intérêts et qui publie dans des revues peer-reviewed à l'international. Et ces publications ont permis d'objectiver les effets de financement porteur de conflits d'intérêts sur la production de discours nucléaires, ce qui, disons-le honnêtement, n'est pas du tout surprenant, parce que cet effet avait été objectivé dans tous les autres domaines où on s'était posé la question. Et est-ce que l'avis de tous ces experts qu'on entend sur tous les plateaux est représentatif de l'avis de la population? Alors, l'avis de la population, c'est quand même vraiment autre chose. Et si vous voulez, ce qui était intéressant, c'est que les sources qu'on avait d'informations sur l'avis de la population étaient essentiellement le département de la communication du ministère des Armées. Donc, ils ont eu la gentillesse de me communiquer leur questionnaire. Et en faisant ça, en étudiant leur questionnaire, j'ai pu documenter le fait qu'il y avait des fautes méthodologiques assez graves qui aboutissaient à un discours classique de consensus sur les questions nucléaires en France. Pourquoi est-ce que je dis qu'il y avait une défaillance méthodologique assez grave? D'abord parce que le questionnaire reprenait les catégories du discours officiel. C'est-à-dire on demandait aux sondés, non pas leur avis sur les armes nucléaires nationales, mais leur avis sur la dissuasion. En ne leur parlant pas ni des alternatives, ni des essais nucléaires, ni des coûts d'opportunité. Et on leur posait des questions du type, est-ce que vous voulez, pour la protection de la nation, vous reconnaissez le problème, est-ce que vous voulez la dissuasion nucléaire ou la dissuasion conventionnelle ou les deux? Vous voyez en quoi ça produit un biais. C'est comme si moi je vous dis, si on va déjeuner ensemble sachant que je vous invite, est-ce que vous voulez fromage, dessert, café ou les trois? Voilà, donc le point de départ, si vous voulez, c'était de dire il faut refaire des sondages d'opinion en essayant d'éviter ces biais-là et en donnant aux sondés la possibilité d'affirmer des attitudes les plus variées possibles. Ce n'est pas simplement être favorable ou défavorable, mais aussi être indifférent ou pouvoir manifester un sentiment d'impuissance, par exemple. Et donc, quand on fait ça, on l'a fait sur un échantillon représentatif dans 9 États européens en octobre 2019 avec l'IFOP et en octobre 2024 pour voir la variation. Si
on définit le plein consensus comme la réponse d'un accord partiel ou complet avec l'affirmation « Je suis généralement d'accord avec les décisions prises par mon gouvernement dans le domaine », eh bien, c'est l'accord complet et l'attitude la plus rare. Seuls 10% des sondés expriment un accord avec la politique menée en octobre 2024 contre 8% en octobre 2019. Il peut y avoir un accord passif et je ne suis pas là en train de vous dire j'ai découvert que les Français étaient secrètement opposés à la politique nucléaire. Par contre, ce que j'ai découvert, c'est que l'effet des politiques nucléaires n'est pas un soutien, mais au contraire la production d'un sentiment d'impuissance face à cette politique. Les Français ont normalisé le fait qu'ils n'y peuvent rien. Plus de 2/3 des sondés en France expriment en effet un accord partiel ou complet avec l'affirmation le gouvernement ne permettra jamais aux citoyens d'influencer les politiques concernant les armes nucléaires. Et c'est un résultat stable. Je répète, plus de 2/3 des sondés en 2019 et en 2024. Et donc pour un État démocratique, c'est plutôt grave. Tout à fait. Et ce qu'on voit aussi finalement, c'est que beaucoup de ces gens qui finalement pensent ne pouvoir rien y faire ont un pouvoir d'action qui est probablement plus grand que ce qu'ils croient. Et puis aussi que finalement, même s'ils pensent ne pas être impliqués dans le débat sur les armes nucléaires, en réalité, ils le sont quand même malgré tout. Alors ça, c'est l'élément central, si vous voulez. C'est-à-dire que vos auditeurs qui ont eu la patience de nous écouter jusqu'à maintenant et qui nous trouvent probablement sombres et sinistres, peuvent se dire la chose suivante. Soit la catastrophe nucléaire a lieu de mon vivant, et alors tous ceux que j'aime vont disparaître, et je n'y peux pas grand-chose. Ou elle n'a pas lieu de mon vivant, et alors il est préférable pour moi, pour être plus heureux ou heureuse, d'oublier immédiatement tout ce que ces sombres prophètes de malheur ont voulu me raconter pendant l'heure qui passe. Ça supposerait qu'ils ont le choix de ne pas être affectés par la politique nucléaire si la catastrophe n'advient pas. Or, ce choix, malheureusement, ils ne l'ont pas. Parce qu'ils sont déjà affectés et le seront pour le reste de leur vie. D'abord, en tant que contribuables dans un État doté d'armes nucléaires à qui on demande de contribuer au financement de l'arsenal nucléaire national, en tant que délégataire, puisque le chef de l'État en fait, a l'autorité pour utiliser les armes nucléaires nationales au nom de la totalité de la population, puisque en cas de crise, on n'aurait simplement pas le temps de convoquer le Parlement ou de faire quoi que ce soit de ce genre. Et enfin, en tant que cible, on est déjà mobilisé, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, la Russie a un dimensionnement de ses forces sur la base de la limitation des dommages qui fait que toutes les armes nucléaires sur le sol français sont déjà des cibles prioritaires. Donc on est déjà impliqué. La question, c'est est-ce qu'on veut être actif ou passif face à cette menace? Et pour être actif, on peut l'être de bien des façons. Parce qu'il faut... Là, la tendance, c'est que si on n'est pas actif et si on n'alimente pas un contre-feu, ce qui va se passer, c'est une course aux armements qui va être d'autant plus illimitée qu'en au début de l'année 2026, le dernier traité bilatéral de maîtrise des armements nucléaires, le traité dit New Start, va expirer. Et donc, il est fort probable que les États-Unis et la Russie, mais aussi les autres États, vont augmenter leurs arsenaux nucléaires. Et ça, c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte non plus, c'est que ces armes nucléaires coûtent un pognon de dingue, comme disait l'autre. Oui, alors, le pognon de dingue, donnons-lui quelques échelles. En 2024, pour vous donner un ordre de grandeur, les armes nucléaires ont coûté 100 milliards de dollars, soit plus de 3 000 $ par seconde. De 2020 à 2024, c'est plus de 415 milliards de dollars qui ont été dépensés pour ces systèmes d'armes. C'est absolument effarant. Et
pour, disons, faire un lien avec le sujet dont je parle régulièrement dans ce podcast, qui est celui de l'intelligence artificielle, est-ce que vous savez s'il existe, par exemple, des projets d'intégration de l'intelligence artificielle dans l'arsenal nucléaire? Alors, la réponse très directe et très simple, c'est oui. Il en existe. Il y a même effectivement un article de 2024 publié par Adam Lauter et Curtis McGuffin dans le Bulletin of the Atomic Scientists qui demande l'intégration des intelligences artificielles dans les systèmes de commandement et de contrôle des armes nucléaires. Et là, je fais le lien avec ce que je vous disais avant sur le fait qu'il y a un pari sur la chance. Le pari sur l'intégration des armes nucléaires et de l'intelligence artificielle, c'est un pari sur la perte de contrôle délibérée. Donc c'est un pari sur la chance, qui est un pari sur l'automatisation à la fois comme mode de chance, mais comme mode de la dissuasion. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire nucléaire, cet espoir mis dans l'automatisation, il est là depuis au moins les années 60. En France, le général gallois, qui à l'époque était colonel, avait très peur de ce qui allait se passer après le départ du général de Gaulle et réfléchissait déjà à crédibiliser la riposte française en l'automatisant. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ce pari sur l'automatisation, qui, encore une fois, est une perte de contrôle qui produit des risques, peut être présenté du point de vue de la quête de crédibilité de la dissuasion comme une solution. Et moi, ce que je trouve très important à mentionner, c'est qu'on pourrait se dire, non, mais quand même, l'humanité n'est pas si stupide pour donner le contrôle nucléaire aux intelligences artificielles. Mais en fait, quand on regarde dans l'histoire de la façon dont on a délégué certains pouvoirs aux intelligences artificielles, on voit que tout ce qui pouvait sembler être des lignes rouges il y a quelques dizaines d'années, on les a franchies les unes après les autres sans forcément s'en rendre compte. Par exemple, pendant longtemps, on se disait, ah mais si on crée des intelligences artificielles performantes, jamais on ne leur donnera accès à Internet. Pourtant, c'est la première chose qu'on leur a fait. Ensuite, on leur a dit ah mais jamais on leur donnera la capacité de se répliquer ou d'être facilement accessible. Et là, avec l'explosion des modèles en open source, on voit que c'est tout à fait le cas. Pareil avec, par exemple, le fait de dire jamais on ne leur donnera la possibilité de tuer des humains en totale autonomie. Voilà, on a vraiment des usines qui se créent, par exemple aux États-Unis, pour fabriquer par centaines de milliers ce genre d'armes. Donc, toutes les barrières qu'on pensait, les barrières morales finalement qu'on pensait infranchissables sont franchies les unes après les autres. Est-ce que finalement donner le pouvoir nucléaire à l'intelligence artificielle, ce qui peut nous paraître délirant aujourd'hui, ne pourrait pas advenir dans le futur? À mon avis, c'est pas si certain que ça. Et si c'est le cas, ça pourrait aboutir à des conséquences absolument démentielles. Alors, merci d'avoir déployé ça. J'allais dire, moi je vais juste exprimer un petit désaccord sur ce que vous avez dit en disant on l'a fait sans s'en rendre compte. Et là, je renvoie vraiment vos auditeurs au travail de mon collègue historien des sciences Jean-Baptiste Fressoz, qui a fait un livre qui s'appelle « L'Apocalypse joyeuse », dans lequel il parle de ce qu'il appelle les désinhibitions modernes, où il dit depuis la révolution industrielle, on documente vraiment bien les risques technologiques et industriels, y compris des risques de grande ampleur, et très souvent, des acteurs spécifiques choisissent de courir ces risques. Et donc, Zia Mian et moi-même avons fait un chapitre sur l'histoire des arsenaux nucléaires pour montrer ça, en disant qu'effectivement, il y a à plusieurs reprises et à de nombreuses reprises dans l'histoire de l'arsenalisation du monde, le choix de prendre des risques en développant des armes plus destructrices, avec des conséquences plus catastrophiques, avec la nécessité de faire des essais plus gros. Donc, l'implication de ça, c'est de dire que si on veut éviter l'issue que vous décrivez, il faut non pas espérer que, ou attendre... si on se limite à espérer que, ça veut dire qu'on compte sur le fait que la technologie va défaillir pour notre bien. Mais sinon, il faut activement identifier les acteurs
qui encouragent la production des technologies porteuses de risques catastrophiques et les contenir. Et j'insiste parce que ceux d'entre vous qui sont favorables au désarmement vont déjà être d'accord. Ceux d'entre vous qui sont favorables à la dissuasion nucléaire vont dire « Ah non, non, nous, on veut la dissuasion nucléaire ». Mais rendez-vous compte que, encore une fois, même si vous voulez la dissuasion nucléaire, on a des systèmes d'armes aujourd'hui qui sont très en excès de l'exigence de la dissuasion nucléaire. On peut maintenir un objectif de dissuasion nucléaire en gelant la course aux armements qui est en cours aujourd'hui et en contenant ces acteurs-là. Le troisième élément que je voulais vous donner, c'est que quand on parle de AI et des armes nucléaires, effectivement, il faut réfléchir à comment on fait pour éviter qu'elles entrent dans les systèmes de commandement et de contrôle. Mais il faut bien voir que les intelligences artificielles, même en deçà de l'intelligence artificielle générale, posent un problème parce qu'elles accélèrent ou amplifient des processus qui nous rapprochent ou rendent plus probable une catastrophe de grande ampleur. Le hacking automatisé des arsenaux nucléaires, la question du commandement et du contrôle, mais aussi tout simplement le fait que si vos auditeurs utilisaient Google, une requête Google par rapport à une requête ChatGPT, la requête ChatGPT consomme 25 fois plus d'énergie qu'une requête Google. Donc le déploiement de ces choses-là a une empreinte carbone colossale. Et en plus de ça, on sait maintenant que des acteurs tels que Shell sont en train de prévoir d'utiliser des intelligences artificielles pour pouvoir détecter de nouveaux champs de forage. Alors qu'on sait que si on veut limiter le changement climatique, il faut qu'au moins 60% des énergies fossiles restantes restent dans le sol. Donc vous voyez bien, une intelligence artificielle en deçà même de l'intelligence artificielle générale accélère et aggrave des problèmes existentiels pour l'humanité. Vous nous avez donné le terme d'intelligence artificielle générale. Donc l'idée qu'une intelligence artificielle pourrait égaler, voire surpasser le niveau humain. Et c'est peu connu du grand public là aussi, mais c'est l'objectif explicite de la plupart des géants de la tech aujourd'hui, que ce soit OpenAI, Google DeepMind, Meta ou d'autres. Et je me demandais finalement, avec votre expérience justement sur les armes nucléaires, est-ce que vous voyez des parallèles qui pourraient être tracés et nous éclairer entre justement les armes nucléaires et cette course à l'intelligence artificielle surhumaine qu'on voit actuellement? Oui. Alors, il y a plein de parallèles intéressants. Je vous redis une chose que j'ai déjà dite, mais qui me semble importante. Je sais que vous avez invité Maxime Fourne. Donc, Maxime a une compétence technologique sur ces systèmes que je n'ai pas. Donc, je ne vais pas m'aventurer dans l'explication de comment le système d'intelligence artificielle fonctionnerait. Et là, j'avoue et je reconnais les limites de ma compétence. Ceci dit, et c'est vraiment ce critère-là qui distingue, encore une fois, les communicants des experts qui essayent d'être honnêtes et intègres. Mais ceci dit, on peut quand même faire des parallèles. D'abord, le fait que l'intelligence artificielle générale et les systèmes d'armes nucléaires sont des technologies qui produiraient une catastrophe de grande ampleur. Et ce sont des technologies qui produiraient une catastrophe de grande ampleur, dont les partisans appellent le développement comme un développement inévitable. Ça, c'est déjà 2 points communs majeurs. Ensuite, vous avez, dans les 2 cas, un pari, en tout cas dans une partie des partisans de ces technologies, un pari sur l'automatisation dont on a déjà un peu parlé et sur la perte de contrôle, qui est présenté comme une bonne nouvelle. C'est-à-dire déléguer le contrôle à l'intelligence artificielle générale est présenté comme un progrès pour la crédibilité. Donc, il y a des points communs dans le pari que les partisans des armes nucléaires et le partisan de l'AGI font. Maintenant, si votre question, c'est qu'est-ce que l'histoire nucléaire nous apprend sur ce qu'on peut faire ou pas, ou ce qu'on devrait faire sur les questions d'IA,
je pense qu'il y a, il y a quelques points de convergence. Je suis en train de me dire, il y a un autre point commun, avant que je vous dise les leçons, c'est que dans les deux cas, le discours de l'inévitabilité qui est avancé produit deux effets. Il produit un effet d'irresponsabilisation, puisque c'est inévitable. Donc, être un acteur qui encourage le développement de cette technologie, finalement, si on arrive à convaincre les gens que c'était inévitable, on est du coup déresponsabilisé du fait de l'avoir rendu possible. Et ensuite, cette inévitabilité est en général couplée avec des stratégies de réallocation de ressources, où l'inévitabilité, c'est toujours oui, mais puisque c'est inévitable, donnez-nous des ressources considérables pour qu'on puisse le faire avant que l'adversaire ou l'ennemi le fasse. Et donc, le discours de l'inévitabilité est un discours avec des effets politiques d'irresponsabilisation et de captation des ressources. Et donc, ceux qui veulent résister à l'IA générale ou à l'IA comme accélérateur de risques catastrophiques doivent activement dénoncer et résister à ces discours. Il y a maintenant un papier scientifique que j'ai fait avec Neil Rennick qui s'appelle The Tragedy Trap, qui documente un peu ça. Un autre chercheur qui travaille sur ça, c'est Luke Kemp, qui dans un ouvrage intéressant qui s'appelle Goliath Curse, documente aussi ces biais. Maintenant, qu'est-ce que le nucléaire nous apprend sur l'IA ? Il nous apprend pas mal de choses sur ce qu'il ne faut pas faire. D'abord, le pari de la régulation de la technologie nucléaire, c'est un pari en partie de régulation de technologie par les technologistes. Et certains partisans de la régulation de l'IA font le même pari. Et donc l'histoire nucléaire montre que soit ça ne fonctionne pas, soit ça ne suffit pas. Souvenez-vous, on a produit plus de 120 000 armes nucléaires qu'il a ensuite fallu démanteler pour une large part. Si on confie la régulation aux technologistes, l'appel de la découverte et le charisme du dirigeant vont suffire, si la leçon nucléaire est un précédent, à triompher des scrupules éthiques. Les savants du projet Manhattan qui ont fait part de leurs scrupules éthiques, je pense à Robert Wilson, ont été convaincus de continuer le travail par le charisme de J. Robert Oppenheimer. Et ensuite ont exprimé une espèce de culpabilité dans le cas de Wilson. Ça se lit dans ces archives que j'ai pu consulter. Deuxième leçon, ne supposons pas que tout ce qui peut être développé va l'être, parce que historiquement, ce n'est pas toujours le cas, mais pour que ça ne le soit pas, il ne suffit pas de rester assis. Il faut identifier les acteurs qui vont se mobiliser pour encourager ce développement et il faut leur résister. Il faut les défaire politiquement. Il ne faut pas attendre que ça ne se produise pas. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les ressources, en termes de capital et étonnamment aussi en termes de respectabilité scientifique, sont du côté des géants de la tech qui veulent accélérer le développement de ces technologies. D'ailleurs, sur ce phénomène de course et d'accélération, je trouve qu'il y a aussi là un parallèle vraiment pertinent, parce que finalement le projet Manhattan, donc, qui a abouti à la création de la bombe nucléaire, était aussi justifié par le fait que mais si c'est pas nous qui développons la bombe nucléaire, alors ça sera le régime nazi et ça sera extrêmement horrible, etc. Donc il faut surtout pas ça. On est obligé de développer la bombe nucléaire pour pas que ce soit les grands méchants qui la développent. Et dans sur l'intelligence artificielle surhumaine, on voit vraiment la même chose. La grande justification de la part des grandes entreprises technologiques américaines de la Silicon Valley, c'est de dire mais si c'est pas nous, ça sera la Chine, ça sera un État malveillant, on va finir dans un monde totalitaire. Donc on est obligé de faire ça pour que le monde libre persiste. D'ailleurs, dans un rapport qu'il avait écrit, Leopold Aschenbrenner, il a écrit un rapport qui s'appelle Situational Awareness, qui a d'ailleurs été lu par des hauts responsables aux États-Unis. Lui, il appelle à faire avec l'intelligence artificielle surhumaine ce qu'il appelle le projet.
donc qui reprend quand même l'idée du projet Manhattan en disant il faut que le monde libre persiste et il faut qu'on développe cette intelligence artificielle surhumaine aux États-Unis afin que ça ne soit pas justement la Chine qui gagne. Et lui-même, d'ailleurs, dans tout son essai, ne fait que tracer des parallèles entre la guerre froide, entre le développement du projet Manhattan aussi, et finalement l'IA surhumaine. Donc on voit que c'est une rhétorique qui n'est pas seulement à quelque part démonstrative, mais qui a aussi des applications concrètes dans la réalité. C'est un discours qui est porté par les technologistes eux-mêmes et qui est lu par les politiques, même parmi les plus hauts responsables américains. Absolument. Mais c'est pour ça que j'articulais des modes de résistance en disant non seulement la lecture de l'histoire est fausse, mais en fait, l'argument, il est critiquable, notamment parce que, comme on l'a dit, même sans arriver à l'AGI, l'IA accélère des sources et des processus de production de risques catastrophiques, ne serait-ce que par son empreinte carbone, mais aussi parce qu'elle va encourager l'accélération de l'extractivisme fossile, elle va encourager la possibilité de l'usage de ces technologies pour produire des robots tueurs et tout un tas d'autres éléments. On pense effectivement à ce qui s'est passé de la part des États-Unis au Pakistan et aussi on peut penser à Lavender en Israël, même si dans le cas de Lavender, il y avait encore un homme dans le mécanisme de commandement. Mais pour répondre à votre question, j'avais trois réactions. La première, c'est cet argument que augmenter la capacité de destruction va permettre la paix est un argument dont l'arme nucléaire est la manifestation la plus récente, mais c'est un argument du 19e siècle qui a été formulé pour d'autres technologies, hein. La dynamite, le sous-marin. Et donc, il faut d'abord juste montrer que ça a toujours été faux quand même. On l'a déjà dit pour l'arme nucléaire, mais il faut dire, attendez, ce que vous présentez comme une évidence, c'est d'abord évidemment faux. C'est-à-dire, la charge de la preuve, elle n'est pas sur le dos de celui qui critique. Elle est sur le dos de celui qui propose ça, parce qu'a priori, ça devrait être considéré comme risible comme argument. Le deuxième argument, c'est le parallèle avec le projet Manhattan et si c'est pas nous, ce sera les nazis. Alors, le précédent du projet Manhattan, de ce point de vue-là, est très intéressant parce que au moment où le projet Manhattan commence, les savants atomistes qui le rejoignent craignent effectivement cela parce que le grand savant atomiste nazi, c'est Werner Heisenberg, qu'ils connaissent très bien et qui est un savant d'un grand talent. Mais ce que l'histoire nous a appris, c'est que à ce moment-là, le renseignement américain ne s'est pas du tout penché sur l'état du programme nucléaire nazi. Et il va se pencher sur le programme nucléaire nazi que vers la fin 1943, donc il attend vraiment longtemps, et en décembre 1943, janvier 1945, il se rend compte que les nazis ne seront pas en capacité de développer la bombe atomique. Donc à partir de là, ça n'est plus. Et donc, rendez-vous compte, janvier 1945, on est encore plusieurs mois avant la première explosion nucléaire à Trinity en juillet. Donc à ce moment-là, c'est plus la lutte contre les nazis, mais c'est littéralement la continuation d'un programme industriel qui a déjà coûté près de 2 milliards de dollars. Donc il ne faut pas du tout tomber dans ce piège de l'analogie nazie. Et le troisième élément, c'est vraiment, si ces gens-là disent produire une technologie qui produit du risque catastrophique et qui va accélérer d'autres processus de risque catastrophique, c'est la condition de persistance du monde libre, il faut vraiment montrer pourquoi. Parce qu'a priori, encore une fois, cet argument, il devrait juste être considéré comme ridicule. Le dernier élément que je voulais vous annoncer, c'est à supposer, et on n'est pas du tout obligé de faire cette concession, mais à supposer qu'on prenne leur discours au sérieux et qu'on dise alors, vous dites oui, il y a un risque de 50-50 d'extinction totale de l'humanité, mais si c'est pas nous, ça sera les autres. Eh bien, prenez une analogie, c'est-à-dire si vous êtes dans un quartier dans lequel il y a du deal de drogue et que le point du deal de drogue, c'est toujours au même endroit, eh bien, si le dealer de drogue disparaît, il va être remplacé. Vous pourriez donc en déduire, je pourrais aussi dealer de la drogue,
puisque de toute façon, si c'est pas moi, ça sera quelqu'un d'autre. Mais aucun de nos auditeurs accepterait ça. Parce qu'on va quand même considérer que oui, c'est inévitable, c'est remplaçable, mais que moralement, la question de savoir est-ce que nous allons activement contribuer à la production d'une substance nuisible ou d'une technologie catastrophique, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui le fait, cette distinction de savoir si c'est nous ou l'autre, elle est essentielle. Et là, cette conversation fait comme si, que ce soit nous ou l'autre, c'est pareil. Un élément qui me semble particulièrement important aussi, c'est le fait qu'au moment où on a lancé les premières bombes nucléaires, il y avait une incertitude sur le fait que est-ce qu'elles allaient ou non embraser entièrement l'atmosphère. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a un parallèle à tirer aussi avec cette idée que à la fois les plus grands scientifiques mondiaux et à la fois les gens qui construisent ces technologies nous disent qu'il y a des probabilités pour que l'intelligence artificielle mène jusqu'à l'extinction de l'humanité. Mais finalement, ce pari, c'est quelques technologistes qui le prennent pour l'ensemble de l'humanité sans concertation démocratique. Et de ce point de vue-là, ça revient aussi un peu sur ce que vous disiez avant, sur le fait que finalement, beaucoup de Français, par exemple, ne sont pas du tout en accord avec les choix nucléaires qui sont faits par la France. Voilà, de la même manière, quand on fait des sondages dans la rue, la plupart des gens ne sont pas du tout d'accord avec le développement de l'intelligence artificielle qui a lieu actuellement. Par exemple, aux États-Unis, alors que c'est une des nations les plus accélérationnistes au monde, il y a plus de 72% des gens qui souhaiteraient voir un ralentissement de l'intelligence artificielle, alors que ce n'est pas du tout la direction qu'on prend. Donc de ce point de vue-là, du pari de quelques-uns pour l'humanité entière, et puis de l'aspect antidémocratique de la chose, je trouve qu'il y a aussi des parallèles à tirer. Oui, alors, encore une fois, pardon, je pense par trois face à vos questions. J'ai trois réactions. Oui, la première, l'exemple d'Edward Teller qui dit en 1942, il y a une probabilité non nulle qu'une explosion atomique produise une réaction en chaîne qui mette le feu à l'atmosphère. Ce qui est révélateur, si vous voulez, c'est que les technologistes, face à ça, ils prennent des paris. Ils ne se disent pas « on va s'arrêter ». Et de la même manière, ils ne se disent pas « donc il faut qu'on en rende compte au chef de l'État démocratiquement élu ou au ministre de la Guerre ». Et ils en rendent compte à leurs collègues physiciens. Donc ça, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Si on compte sur la régulation par les technologistes, très probablement le désir de découverte et le charisme du leader et l'effet d'entraînement de l'effort déjà contenu va faire que soit on ne régulera pas, soit il faut compter sur l'échec de la technologie. Deuxième observation, c'est le rapport à l'intelligence artificielle. Pour moi, on peut l'avoir en deçà du débat sur les GI et sur l'extinction. Si on arrive à être d'accord, et je pense qu'il y a des bonnes raisons de l'être, sur le fait que l'IA telle qu'on la développe déjà accélère la production de risques catastrophiques qui existent déjà, et ça peut juste s'accentuer si elle devient générale ou si elle est couplée à des systèmes d'armes nucléaires, ça suffit à dire il faut donc résister au développement de cette technologie. Et le troisième argument, c'est la question de la défaite. C'est-à-dire, vous dites, les opinions publiques ne sont pas prises en compte. Mon argument sur la défaite, il est double. C'est de dire, il ne faut pas tomber dans le piège de si la victoire politique à court terme n'est pas accessible, alors ça ne vaut pas la peine de faire. Il y a des défaites qui, moralement et politiquement, sont valables. C'est-à-dire, échouer en défendant un principe de justice, ça pourra, par exemple, servir a posteriori comme bon exemple. Je vous donne un exemple simple. En 2003, la protestation contre la guerre en Irak, dont on a découvert très peu de temps après qu'elle était fondée exclusivement sur des mensonges, c'est la plus grande protestation anti-guerre dans l'histoire des protestations anti-guerre. Ça échoue. La guerre a lieu. Mais 20 ans plus tard, on peut mobiliser aujourd'hui ce référent-là pour dire si on avait écouté les protestataires qui disaient, et qui avaient raison de dire, que les causes de la guerre étaient des mensonges, la totalité du Moyen-Orient et la totalité du monde s'en serait sans doute mieux portée. Donc il ne faut pas du tout se laisser abattre en disant la victoire n'est pas accessible, donc on va accepter la défaite. Parce qu'une défaite qui dit les technosolutionnistes qui aggravent
le risque catastrophique et qui vont demander la gratitude des populations. Perdre en leur disant « on a perdu et on vous dit merci d'avoir sauvé le monde », ça n'a pas la même valeur politique et morale que perdre en leur disant « on a perdu, mais on ne vous dira jamais merci, vous avez causé la fin ». Il y a des défaites dignes. Oui, tout à fait. Et par contre, un point que je trouve assez divergent entre les deux, c'est sur l'aspect de prolifération, justement. Parce qu'en fait, fabriquer une bombe nucléaire, c'est extrêmement compliqué. Donc, entraîner une intelligence artificielle, particulièrement des IA de pointe, ça demande aussi des serveurs démentiels, plusieurs milliards d'investissements, etc. Par contre, une fois que l'intelligence artificielle est entraînée, c'est presque un simple copier-coller pour la multiplier, pour la voler, pour que les acteurs malveillants s'en accaparent pour en faire des choses inquiétantes. Et donc il y a ce dicton qu'on entend très souvent de finalement, si on pouvait fabriquer une bombe nucléaire dans son jardin, ça fait longtemps que le monde n'existerait plus. Et avec l'intelligence artificielle, on pourrait avoir une sorte de matérialisation de ça, dans le sens où on donnerait finalement à tout à chacun, à cause de cette prolifération beaucoup plus grande, une puissance qui permettrait d'avoir des conséquences peut-être tout aussi importantes que celles d'une guerre nucléaire, mais entre les mains de chaque individu. Oui, alors, moi j'allais vous dire sur le parallèle avec la prolifération, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, on a des preuves claires que la capacité de développer ces systèmes d'armes ne se traduit pas par leur développement effectif. Il y a une grande majorité, et c'est le chapitre 5 de mon ouvrage, des États capables de développer ces systèmes d'armes qui choisissent de ne pas les développer, y compris pour des raisons sécuritaires. En France, on pense toujours que les armes nucléaires nous rendent plus en sécurité, alors que, bon, on en a parlé, ça ne nous rend pas en sécurité, par exemple, face au hacking ou face aux plusieurs possibilités à venir. Tous les futurs ne sont pas des futurs dans lesquels il est préférable d'avoir des armes nucléaires plutôt que pas. Il y a de nombreux futurs dans lesquels l'inverse est vrai. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que bien, cette histoire de prolifération, c'est aussi et avant tout une histoire de désir. Si on veut éviter la prolifération, il ne faut pas rendre les armes nucléaires plus désirables qu'elles ne le sont. C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur attribuer des propriétés qu'elles n'ont pas. On peut dire que dans certains cas, elles ont produit la dissuasion, mais il ne s'agit pas de dire elles ont produit la paix, ou il ne s'agit pas de dire si les Ukrainiens n'avaient pas eu d'armes nucléaires, ils n'auraient pas été envahis. Et un autre élément, c'est que dans le cas nucléaire, il n'y a pas de cas de prolifération qui n'a pas nécessité l'aide d'un des membres permanents du Conseil de sécurité qui pourtant sont engagés dans la non-prolifération. Donc c'est ça, c'est pas que la prolifération elle a eu lieu parce que tous ceux qui ont pu, on peut le faire. Non, une petite partie de ceux qui pouvaient l'ont fait avec l'aide des membres permanents du Conseil de sécurité. Les gens qui nous ont écoutés jusqu'ici et qui souhaiteraient agir à titre individuel ou d'un point de vue, disons, plus collectif, est-ce que vous pouvez les renvoyer vers des actions concrètes à faire ou bien est-ce que vous avez aussi des solutions, disons, d'un point de vue plus global que vous aimeriez mettre sur la table ? Alors, merci beaucoup. Je vais prendre la question à l'envers, la question de la solution. Si vos auditeurs retiennent une chose de cet entretien, moi j'aimerais qu'ils retiennent qu'ils soient partisans du désarmement ou de la dissuasion nucléaire, il n'y a pas de bonne raison de continuer la course aux armements. Si on gèle les arsenaux dans leur état présent, on fait des économies considérables qui peuvent être utilisés pour d'autres objectifs politiques, quelles que soient vos préférences. Ça peut être la mitigation du changement climatique, ça peut être l'éducation, ça peut être quoi que ce soit d'autre. Et ça vous permet encore, si vous êtes partisan de la dissuasion, de manifester et d'avoir une logique de dissuasion nucléaire, puisque, comme on en a parlé, on est en excès. Et on peut même réduire les arsenaux substantiellement tout en gardant cette logique de dissuasion nucléaire. En faisant ça, encore une fois, on limiterait l'empreinte carbone
des systèmes d'armes. Donc on réduirait notre impact sur le changement climatique, on limiterait les incitations à la prolifération et on conserverait la possibilité de la dissuasion. Donc résister à la rhétorique de l'inévitabilité de la course aux armements. Au-delà de ça, la recherche indépendante peut vous aider. Toutes les recherches et tous les résultats de mon équipe sont disponibles gratuitement. Mais je veux vous donner des choses à faire plus ponctuelles en fonction du temps que vous avez, de vos compétences et de vos envies. Si vous avez une minute, juste une minute, eh bien, vous pouvez regarder une vidéo qui dure 64 secondes que nous avons faite, qui s'appelle Global Nuclear Arsenal 2020 et qui simplement vous donne une échelle de la capacité de destruction de ces systèmes d'armes dans la décennie 2020 par comparaison avec toutes les armes qui ont explosé pendant la Seconde Guerre mondiale. Parlez par ailleurs de ces résultats autour de vous, du fait qu'il est possible, clairement, de distinguer la communication pro-nucléaire, la communication anti-nucléaire et la recherche indépendante, je vous l'ai dit, en identifiant des éléments de langage, par exemple, qui manifestent la communication, mais aussi en disant on ne doit jamais prendre des preuves d'intention comme preuve suffisante des effets des politiques, et on doit toujours être capable de documenter qui sont les financeurs des productions de discours. Vous pouvez écrire, si vous êtes politisé, vous pouvez écrire à votre député en lui disant on voudrait une justification claire. Quel système d'armes, pour quelle politique de défense, en situation de menaces existentielles multiples. Si vous êtes contributeur à Wikipédia, vous pouvez nous aider sur Wikipédia à intégrer les publications scientifiques de l'équipe et d'autres chercheurs indépendants pour contrer la propagande en cours. Si vous êtes artiste, vous pouvez contribuer à produire l'art qui nous donne conscience de la vulnérabilité nucléaire. Si vous êtes traducteur, vous pouvez nous aider à traduire les résultats de l'équipe dans toutes les langues des États dotés d'armes nucléaires. C'est un travail qu'on a déjà commencé. Si vous êtes militant ou entrepreneur ou soucieux du climat, s'il vous plaît, n'oubliez pas les armes nucléaires et intégrez dans votre réflexion que les 5 États membres permanents du Conseil de sécurité font comme si les politiques nucléaires et les transformations climatiques n'allaient pas interagir, ce qui est démontrablement faux. Et enfin, si vous êtes cinéphile, allez voir House of Dynamite de Catherine Bigelow. Merci beaucoup pour toutes ces recommandations et puis ces appels à l'action très clairs. Je peux qu'encourager les spectateurs à les suivre. Et pour terminer, j'aimerais vous poser la question que je pose à tous mes invités. Si vous étiez sur une scène avec l'humanité entière face à vous et quelques minutes pour leur transmettre un message, qu'est-ce que vous aimeriez dire ? Je crois 2 choses. La première, c'est que la possibilité de l'extinction humaine n'est pas le même phénomène, ou même la possibilité d'une guerre de grande ampleur, n'est pas le même phénomène si c'est un phénomène naturel, c'est-à-dire si c'est l'impact d'une météorite, ou si c'est un phénomène créé par les hommes. Et les possibilités de catastrophes technologiques dont on a parlé ensemble, que ce soit l'IA ou les armes nucléaires ou leurs combinaisons, ce sont des catastrophes créées par les hommes. Donc il est de notre devoir de faire tout ce que nous pouvons pour les empêcher. Et la deuxième chose, c'est juste de répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il est tentant de regarder ailleurs, mais vous n'avez pas le choix de ne pas être affecté par ces politiques nucléaires, même si la catastrophe n'advient pas. Votre choix, c'est d'être actif ou passif. Et j'espère qu'on vous a donné des moyens et l'envie d'être actif. Benoît Pelopidas, merci. Merci à vous.